Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents dans cette salle, malgré que ce soit le dernier jour, le dernier après-midi. Donc, on a vraiment les plus courageux d'entre nous. Merci à tous nos intervenants aussi d'être présents sur un sujet qui nous préoccupe forcément, hein, en tant qu'acteur du monde de la santé, en tant qu'industriel autour du monde de la santé, mais aussi en tant que citoyen, j'ai envie de dire, hein, où on a une place, un rôle à jouer, chacun, dans nos décisions, dans l'économie. Et ce sujet est intéressant, d'autant que je crois que le salon du Made in France s'ouvre, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Alors, participe donc à cette table ronde Nicole Hill. Donc Nicole, vous êtes directrice internationale du secteur santé chez Alcatel-Lucent Enterprise. Vous avez développé votre parcours professionnel principalement dans les technologies de l'information, chez IBM d'abord, dans l'industrie pharmaceutique, puis chez Alcatel-Lucent Enterprise, dans des fonctions de vente grand compte, de management commercial, puis de direction de secteur d'activité, collectivité locale, administration, puis santé depuis 2007, donc secteur que vous connaissez bien. Vous êtes diplômée de l'ESSEC et de l'Executive Management Programme de l'INSEAD, co-animatrice du groupe de travail CNS, structuration de la filière en santé numérique, une cinquantaine de participants tout de même, avec monsieur Robert Picard. Donc Robert Picard, ingénieur général des mines, docteur en sciences de gestion, membre associé du Conseil général de l'économie, dont vous avez été référent santé pendant plus de 10 ans. C'est à ce titre qu'on vous connaît tous bien. Après un long parcours dans l'industrie privée, auteur de nombreux rapports sur création de valeur de la santé numérique et des technologies, cofondateur et président d'honneur du Forum des Living Labs en santé et autonomie, Forum LLSA. Donc vous étiez, avec Nicole, co-animateur du groupe de travail CNS, structuration de la filière en santé numérique. Et vous êtes auteur du rapport, plus récemment, Mobilisation globale dans le cadre de la stratégie d'accélération de la santé numérique, donc, que vous avez remis à Bercy, ou peut-être vous nous en direz un mot, en avril. Ce rapport évoque notamment les travaux que nous faisons au sein de la FHF et le livre et la feuille de route que nous avons écrite avec Antoine Malone sur un système d'information et d'organisation populationnelle. On accueille également Sana Bouyaya, ancienne sportive de haut niveau, que j'ai découvert en préparant cette agora. Il suffit de googliser Sana pour voir son pédigré sportif. Issu de l'univers de la santé, vous accompagnez des acteurs de la santé pour imaginer de nouvelles solutions, améliorant l'offre de soins, la relation ville-hôpital et les comportements des citoyens en matière de prévention. Au sein de TechCare Paris, donc, qui est une plateforme d'innovation dédiée aux enjeux de la santé, vous œuvrez pour favoriser l'émergence de nouvelles solutions en fédérant un ensemble de parties prenantes, entrepreneurs, laboratoires pharmaceutiques, fabricants de DM, hôpitaux, établissements de recherche, investisseurs, institutions publiques, dans cet écosystème riche et diversifié. Arnaud Billy, au bout de la table. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu me vois ? Je ne suis pas sportif de haut niveau. On ne sait jamais. Moi non plus, je te rassure. Donc Arnaud, vous êtes diplômé de sciences économiques et marketing. Après avoir débuté votre carrière dans le matériel médical, vous êtes entré en 2000 dans le groupe CGDIM. Vous avez lancé de nombreux projets pour le groupe en France comme à l'international sur des solutions technologiques et data. Pour l'industrie pharmaceutique, pour le monde de l'assurance et pour les professionnels de santé. Vous êtes notamment le cofondateur de la société Maya, société de prise de rendez-vous et de téléconsultation. Depuis début 2021, vous occupez le rôle de senior vice-président en charge des développements stratégiques du groupe CGDIM. Parallèlement à cela, vous représentez la commission santé de Numéum. Numéum qui est la fusion donc, de Tech in France et du Syntec numérique en qualité de président. Et enfin, Stéphane Haas, vous avez rejoint le Catel en 2015 en qualité de directeur général adjoint, après un parcours professionnel dans le secteur industriel et bancaire. Alors Catel, c'est un incubateur de communautés e-santé depuis 25 ans, observateur attentif des bonnes pratiques, influenceur proactif. Et Catel est reconnu comme un acteur de référence auprès des communautés de pratique que vous rassemblez, communautés de téléconsultation notamment, plaies cicatrisation, système d'information hospitalier, territoire par exemple. Et vous organisez par ailleurs la délégation française qui se rend à IMSS, donc le salon américain, on va dire, équivalent à Santexpo, un peu moins bien, plus petit que Santexpo, un peu moins bien on va dire. Mais légèrement. voilà. Bien, alors...
Une première question pour vous, Robert. L'informatique de santé, c'est une histoire qui a débuté, on va dire, au milieu des années 80, une histoire en dents de scie finalement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre regard sur cette informatisation? Comment ça s'est passé? Quels ont été les grands principes qui l'ont fondée? Et surtout, où on en est? Oui, alors c'est une question qui pourrait avoir une longue réponse. Je vais quand même essayer d'être un peu concis. En 2 minutes, en fait. En 2 minutes. Je me souviens que le premier rapport que j'ai produit sur les technologies de l'information pour la santé avait tenté une cartographie des applications disponibles à l'époque. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les applications étaient totalement organisation dépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'informatisation du système de santé. Il y avait de l'informatisation de l'hôpital, à l'époque dans sa partie administrative. Il y avait la carte vitale, hein, l'assurance maladie a fait également des choses. Les logiciels de cabinet se sont développés. Mais on observe donc des initiatives très concentrées, liées à l'organisation, et non pas une informatique qui aurait visé, comme on cherche à le faire maintenant, la fluidité des données. Et du coup, eh bien, je dirais, il y avait un coup, on faisait un coup, parfois extrêmement réussi, hein, c'était le cas de la carte vitale par exemple. Le PMSI est reconnu aujourd'hui quelque chose de très important, très intéressant, mais après ces coups, ma foi, il n'y avait pas de mouvement d'ensemble, hein, de vision globale, et par conséquent, des créations réussies, parfois des initiatives pas réussies, hein, c'est arrivé aussi, et entre les deux, ma foi, un développement un peu aléatoire, un peu disparate. Et la notion que finalement ces technologies numériques, pour que ça marche, il faut que ça serve aux gens individuellement et collectivement, n'est arrivée que beaucoup plus tard. Et je pense qu'on est maintenant dans cette période et j'espère qu'on va savoir en tirer parti. Parfait. Stéphane? Eh bien, pour compléter le propos de Robert, je dirais que l'onde du progrès technologique n'a cessé de s'accélérer. Mais en revanche, l'onde du progrès organisationnel a un rythme beaucoup plus long. Et donc, on va pouvoir le développer, mais c'est évidemment ce rattrapage qu'il va falloir peut-être actionner. Ok, ça donne le ton, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a technologie et organisation qui se courent après, on va dire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Arnaud, comment le secteur justement de l'informatique de santé innove et s'adapte selon toi, et notamment à la réglementation qui est quand même prolixe en France, on peut le dire? Alors oui, la réglementation, elle est assez présente effectivement dans tout ce qu'on appelle innovation en fait, hein, donc difficile de trouver l'équilibre entre innovation et réglementaire. Je crois qu'on voit, il y a une bonne nouvelle et on le voit tous aujourd'hui, c'est qu'à une époque, il y a quelques années, quand justement on a commencé l'informatisation, on était vraiment sur la problématique technologique en tant que telle. Maintenant, la technologie, on peut dire que c'est un vrai business enabler, c'est-à-dire que les technologies sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Alors pourquoi ça ne va pas plus vite? Parce que justement, il y a justement les organisations qui doivent suivre aussi. On voit aussi qu'il y a eu des événements qui ont permis d'accélérer l'innovation et de mettre en avant l'innovation, bon gré mal gré, effectivement, sur les 2 dernières années qui se sont écoulées. Et si je prends un exemple d'innovation qu'on connaît bien, qui peut s'apparenter à la téléconsultation, quoique la téléconsultation existe depuis très longtemps, mais en tous les cas, l'usage s'est déployé massivement sur les 2 dernières années grâce en tous les cas à cette pandémie. On était à moins de 0,1% d'usage de la téléconsultation avant février 2020. On est passé pendant les périodes de Covid à plus de 30% d'usage de la téléconsultation entre des patients et des professionnels de santé. Donc vraie maturité d'usage. Et on est redescendu aujourd'hui dans les 5 à 6% d'usage de la téléconsultation. Donc on parle vraiment d'innovation. On peut dire tiens, c'est redescendu énormément. Ouais, mais en même temps, c'est passé de 0,1% à 5-6%. Je pense qu'on va vraiment dans une démarche avec la technologie, la maturité, l'usage. C'est-à-dire qu'il y a eu un usage un peu à marche forcée pendant la Covid, mais l'usage est bien là. Et on s'est bien rendu compte que le digital, si on parle de téléconsultation, c'est pas sale. Donc je l'utilise souvent, le digital n'est pas sale. On a souvent des freins vis-à-vis de ça. Vis-à-vis du réglementaire, je crois que c'est formidable d'avoir aussi un cadre réglementaire, justement parce que l'innovation peut aussi susciter beaucoup d'envie, beaucoup de convoitise et un peu d'exotisme dans les développements. C'est bien qu'on ait du réglementaire, mais je pense que s'il y a d'autres acteurs et éditeurs ici autour de cette table, je pense que 90% de nos roadmaps sont réglementaires.
Donc difficile de laisser la place à l'innovation quand il ne reste plus que 10% en fin de compte des roadmaps et des développements qui sont liés à les nouvelles features, ce qui pourrait être pour le bénéfice du patient ou du professionnel de santé. Donc attention à ce que le réglementaire ne prenne pas trop de pas sur l'innovation. Merci. C'est un sujet que le ministre a abordé hier matin aussi lors de sa conférence. Donc on voit bien que c'est un sujet qui aujourd'hui est dans les esprits, y compris au plus haut niveau de l'État. La semaine dernière, vous avez installé donc la 6e promotion de TechCare. Vous pourrez nous dire peut-être un mot de TechCare rapide aussi. Est-ce que pour vous, on peut dire que la santé, c'est la nouvelle terre promise des start-upers ? Oui, effectivement. Alors, dernière nouvelle, on a inauguré cette 6e promotion donc, de 16 jeunes entrepreneurs. Donc, je vous invite effectivement à regarder pour les découvrir davantage. Peut-être aussi pour rappeler, donc, comme tu disais, voilà, TechCare, on accompagne justement ces jeunes entrepreneurs vers, si on reprend les termes, cette terre promise. Alors, à savoir effectivement sur la quête de cette terre promise en santé. Donc c'est vrai que la santé, c'est un secteur qui est très dynamique. Ce qu'on se rend compte, et en fait ça a été l'effet catalyseur à la suite de la crise, c'est que de base, la santé était plutôt hospitalo-centrique. Donc c'est là l'idée effectivement, comment on désengorge, comment on aide en même temps les professionnels de santé qui étaient en situation de crise eux-mêmes, pour les aider dans leur activité, parce que c'est une activité sur du soignant même qui est très empathique et c'est de l'humain. Donc je rejoins un peu sur l'idée effectivement comment avec l'aide de la technologie on adresse ces problèmes organisationnels dans des structures qui avaient l'habitude de fonctionner d'une telle manière. La crise a eu cet effet catalyseur. Après, à rappeler effectivement dans cette... je reprends un peu les termes, cette quête de terre promise. Par moment, la traversée du désert, elle se fait sans boussole. Elle se fait sans l'intervention divine et elle se fait par moments sans eau ni nourriture. Donc effectivement, c'est à se rappeler qu'on est dans un contexte réglementaire qui est cadré. Donc il faut bien l'avoir en tête. C'est un secteur d'opportunité puisqu'il y a de nombreux besoins qui ne sont pas répondus. Il faut partir des usages, s'aider effectivement des différents acteurs. Nous, l'idée effectivement de fonctionner en écosystème, et c'est ce que véhicule TechCare, d'impliquer à la fois les grands groupes. On a ici présents les gens des institutions publiques, des établissements de soins, des entrepreneurs et des acteurs financiers. Puisque, effectivement, à la suite d'une idée, on a un cas d'usage. Il faut bien traverser effectivement ce désert déjà une première fois pour valider un prototype. Il faut traverser la vallée, encore une fois le désert pour avoir son marquage CE et effectivement être dans les règles, puisqu'on est en santé. Ce sont des utilisateurs qui sont parfois des patients ou même des citoyens. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce sont des vies en bout de chaîne. Et surtout que c'est assez complexe dans le contexte où on est, où dans l'idée, c'est que certaines solutions vont être utilisées par exemple par un patient ou un citoyen, mais vont être financées par soit un établissement de soins, soit effectivement un acteur, on voit des mutuelles ou même des acteurs de la transformation numérique. Et effectivement, une personne va devoir répondre à plusieurs cas d'usage en même temps et le monétiser très tôt. Merci pour cette belle analogie. On se voyait déjà un peu dans le désert. Nicole, on voit bien que la technologie, on parle beaucoup depuis 10 minutes de technologie et d'usage. Les technologies existent. Donc on voit bien qu'on a des briques un peu partout. On a le choix en tant que client, on a le choix. Mais finalement, ces briques pour construire quel mur ? Merci. Oui, alors je vais prendre ma casquette d'industriel pour cette première réponse. Un industriel comme rapidement, le Catalyst Center Entreprise qui est actif dans le domaine de la connectivité. Et on a une vision, on espère, une expérience assez importante aussi sur l'innovation et la transformation numérique, et en particulier sur le secteur de la santé. Donc en fait, très rapidement, nous on est un artisan de la communication dans tous ces aspects techniques et des réseaux, la sécurité, les normes, l'interopérabilité, la qualité de fonctionnement. Mais surtout, depuis quelque temps, on a développé vraiment des approches par les usages pour lesquels c'est la valeur pour le patient, pour les professionnels de santé, pour les établissements du monde sanitaire et médico-social qui est au centre de nos priorités, et notre première priorité, et au cœur de notre développement. Donc ça, c'est ce que l'on fait, et on arrive à une deuxième étape aujourd'hui qui est plus complexe,
qui est de contribuer via l'innovation à cette transformation numérique afin de répondre plus profondément aux besoins métiers. Et là, on se retrouve, on a bien expérimenté que le numérique ne se décrète pas. C'est-à-dire un port numérique dans une colonne, c'est fixé. Un poste dans la poche ou sur le bureau, c'est là. Mais le numérique et ses usages ne se décrètent pas. Et que les supports à l'innovation sont effectivement extrêmement importants et foisonnants. Qu'une aide financière, bien sûr, aide à l'amorçage, mais qu'en fait, pour nous, industriels, l'objectif, c'est de trouver un marché pour ces innovations dans un modèle économique pérenne. Et là, c'est un peu plus difficile. Et bien évidemment, il n'est pas question pour nous, et on l'a fait dans le cadre de Ma Santé 2022, par exemple, avec l'HDS, il n'est pas question de contourner les exigences essentielles que traduisent les normes, tout ce qui est les exigences en termes d'urbanisme, mais ça ne suffit pas à créer de la valeur. Et donc, il faut trouver comment cela va aider les soignants pour améliorer la qualité des soins au service des patients. Et ça, c'est un vrai sujet. Merci. On va continuer avec votre casquette industrielle. Enfin, vous connaissez sans doute l'histoire de Judy Faulkner aux États-Unis. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais elle serait amie d'Obama, infirmière de formation. Et elle s'est dit, fin des années 70, début des années 80, on n'a pas d'informatique qui corresponde aux besoins, nous, soignants. Elle a créé sa société qui est devenue Epic, acteur majeur du dossier patient informatisé aux États-Unis, hein, pas présent en France, mais acteur majeur aux États-Unis. Une société qui pèse plus de 2 milliards de dollars, plus de 10 000 personnes employées. Et en 2019, Apple a fait une offre secrète, mais a priori élevée, pour mettre la main sur Epic, pour proposer des services à ces milliards d'utilisateurs, hein, pour ceux qui ont en tout cas un smartphone dans la poche. Alors Judy Faulkner a dit non, merci, c'est gentil, mais moi je continue mon petit bonhomme de chemin. Et comment vous voyez, vous, ce marché se transformer, se réorganiser, et finalement, quelles questions ça pose chez nous en France ? Alors, si vous permettez, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que, alors là, vous voyez, j'ai les lumières dans les yeux, mais on est souvent on peut avoir tendance à être très ébloui par des annonces assez tonitruantes qui peuvent avoir lieu outre-Atlantique et qui finalement sont là. Ils ont vraiment un art pour ça, mais finalement, il y a aussi pas mal de flops, hein. Le dernier étant le sujet Amazon, JP Morgan, Hathaway. Pourtant, c'était des très beaux noms avec un grand nom. Et ça n'a pas réussi. Donc on voit bien qu'on se heurte à cette valeur d'usage. Même si, je pense qu'on va en reparler après, il y a des vrais sujets qui réussissent. Donc les systèmes sont très différents. Et je pense qu'en France, il y a 3 points que je voudrais aborder. Je pense que Robert va compléter derrière. Et on l'a vu là dans le salon, c'est qu'on arrive à un nouveau paradigme. Et ça s'est révélé vraiment avec plus d'acuité lors de la pandémie. C'est que notre système curatif, bien que très sollicité et tourmenté, est quand même solide. Il a démontré sa solidité. Mais qu'en revanche, sur le sujet de la prévention et de tous les enjeux de garder une population en bonne santé, la démarche reste à faire. Je pense que c'est vraiment partagé dans le salon, mais ça se partage aussi. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un article dans Le Monde, il y avait aussi une interview de François Crémieux, qui est maintenant patron de la PHM, sur les enjeux d'approche populationnelle qui permettent vraiment de donner les outils pour permettre de faire cette prévention. Ça, je crois que c'est un premier paradigme. Le deuxième, c'est vraiment déjà de s'accorder sur quoi on parle. Vous l'avez abordé, Robert, c'est que la numérisation touche beaucoup de domaines. Alors, on peut parler des capteurs et de leurs applications, des réseaux de collecte, des entrepôts de données, il y a eu moult présentations sur le sujet, des algorithmes, hein, l'IA, des effecteurs, des robots d'assistance. Et ça, en fait, ça impose d'avoir une vision systémique et surtout de dépasser des clivages traditionnels entre les types de produits de santé, puisqu'on parle de santé. Donc, c'est le médicament chimique, biologique, les dispositifs médicaux, l'e-santé. Et il faut se focaliser sur des données générées par ces différentes modalités et en plus y intégrer ce que peuvent produire et saisir les soignants humains dans leur interaction avec le patient. Donc ça, c'est un grand sujet qui reste à résoudre. Et le troisième, c'est qui fait cela ?
et on l'a vu dans notre groupe de travail, c'est que la santé et la e-santé est un monde extrêmement fragmenté et atomisé, et que cette offre numérique est portée majoritairement par des TPE, voire des PME, qui ne sont pas qu'à Paris, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, et en plus avec des donneurs d'ordre qui sont divers. Donc l'hôpital, bien évidemment, est cité comme référence, mais il n'y a pas de tête de file identifiée. Et là, je vous laisse continuer, Robert. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Robert, vous qui êtes de Bercy? Je suis d'accord. Ah, bon, très bien. Je peux en dire un peu plus. Avec 2 casquettes, pour le coup, que je n'ai pas citées au début, c'est que j'ai été assez fréquemment évaluateur de solutions numériques en santé, et donc vu la présentation d'un certain nombre de projets. Et puis j'ai par ailleurs été cofondateur d'une association qui s'appelle Forum des Living Labs en santé et autonomie, qui s'est intéressée particulièrement aux conditions justement d'usage, comment concevoir un produit de manière à ce qu'il soit utilisé, et en associant les patients et les professionnels pour le faire. Alors, la caractéristique majeure, enfin la plupart des entrepreneurs que j'ai pu voir dans ces jurys, il y a 2 catégories. Il y a des technologues, souvent des jeunes qui sortent de grandes écoles, etc., qui ont des idées, qui ont envie de consacrer leur énergie pour la santé, parce que la santé, c'est un beau sujet, tout le monde est concerné, tôt ou tard, donc c'est très très motivant de s'en occuper. Mais alors, comprendre ce marché, c'est extrêmement long et difficile. Et bien souvent, l'entrepreneur, il démarre, alors heureusement, dans un certain nombre de cas, il progresse. Mais au départ, il a son histoire personnelle. Il y a sa grand-mère, son frère, son petit-neveu, etc., auquel il est arrivé ceci et cela. Et il y a quelque chose à faire, et j'ai une idée, et on va le faire. Donc c'est intéressant, mais ça ne résout pas le problème de l'usage et de l'utilisabilité. Surtout que dans les appels à projets, dans les consultations diverses et variées, les donneurs d'ordre eux-mêmes sont cloisonnés et ils appellent à des briques, mais on ne sait pas pour quel mur le faire. Et le deuxième type d'initiative qu'on rencontre aussi fréquemment, c'est, je veux dire, à l'autre extrémité du spectre, c'est des professionnels de santé, principalement des médecins. Ils ont un problème médical à résoudre. Ils auraient bien besoin, pour résoudre ce problème médical, de données nouvelles, d'instruments, etc. Et à ce moment-là, on a un travail qui, sur le plan, en effet, de l'épidémiologie, des nouvelles technologies, qui sont extrêmement intéressants. La technologie, c'est pas toujours très poussé. En général, on connaît une entreprise qui est peut-être capable de faire ça et on va faire avec elle. Et quant à l'usage clinique, quant à l'impact sur les patients, la façon dont le patient va l'utiliser, eh bien là, ma foi, ça fait un petit peu défaut. Et donc, alors par contre, dans le deuxième cas, ce sont des gens qui bien souvent sont parfaitement au fait des exigences réglementaires. Mais donc, ce qu'on racontait tout à l'heure sur le désert, alors je ne sais pas si c'est un désert, parce que c'est plutôt... enfin, si c'est un désert, il y a des tas de cailloux, de trucs, de choses à contourner. Hein. Mais elle est complexe du niveau de la maîtrise réglementaire qui ajoute des constantes de temps considérables. Mais elle est aussi importante et complexe dans le domaine des usages. Et j'insisterai un petit peu là-dessus. L'usage individuel des patients, des professionnels, de leur interaction, de l'organisation de soins et de l'organisation générale. Et ceci explique pourquoi. Alors, d'abord, ça foisonne parce qu'il y a une très grosse motivation de nos concitoyens, professionnels ou privés, mais ça ne se réconcilie pas parce que la vision d'ensemble de ce système, elle n'est pas là. Elle n'est pas là de la part de ceux qui prennent l'initiative parce que cet univers est complexe. Elle n'est pas là sans doute parce que, jusqu'à présent, les motifs de sélection, de tri, la façon d'organiser tout ça n'est pas encore tout à fait clarifié. Et on reviendra peut-être sur ce sujet un peu plus tard. Merci. Sana, est-ce que dans la tête des nouveaux entrepreneurs que tu vois arriver en incubation, est-ce que ces questions de relation entre finalement le produit, le service, l'usage qu'ils vont proposer et le lien avec le bénéfice médical et aussi quelque part l'efficience du système de santé d'une façon globale, hein, parce que la question des coûts se pose. Est-ce que c'est des choses qu'ils ont à l'esprit ou est-ce qu'on a plutôt affaire à des technologues comme les appelle Robert ?
On va en avoir des technologues qui effectivement poussent la technologie. On entend les mots entre guillemets un peu à la mode, deep tech, blockchain, etc., etc. Et effectivement, entre guillemets, ce qu'on véhicule et ce qu'on porte comme message, c'est que la technologie, c'est incroyable, ça permet effectivement de réaliser des choses qu'on ne s'imaginait même pas, ça va très très vite, mais ça ne sert à rien si ce n'est pas pour un usage. Donc c'est un peu ça le message qu'on porte. Donc ils l'ont bien en tête, en tout cas ça a été effectivement l'idée lors de ce lancement de la nouvelle promotion. Et je rejoins effectivement particulièrement ce que tu disais Robert sur ce type de profil. Donc c'est comment effectivement avec ces profils de bien porter le message que pour construire de toute manière une solution, il faut déjà partir des observations, des analyses auprès d'utilisateurs, construire justement, faire un bilan, construire ces cas d'usage, les intégrer, même dans des phases de prototypage. Et c'est vrai que dans l'idée, on est quand même sur de la e-santé, sur des phases de R&D beaucoup plus courtes. Enfin, si on prend l'industrie du médicament, c'est des échelles de 10-15 ans avec quand même presque un demi-milliard d'euros pour pouvoir financer le tout entre le moment où on a la molécule et le moment où on a l'autorisation de mise sur le marché. Après, l'accès prix et remboursement, c'est autre chose. Mais là-dessus, c'est effectivement sur ces phases de développement et même d'amélioration de l'offre de soins. Effectivement, c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'il faut partir des cas d'usage et ce qu'on entend, ce qu'on voit comme exemple de certains entrepreneurs qui peuvent partir d'une taille de marché. Je prends un exemple, quelqu'un qui vient nous voir dans des comités justement de sélection en disant moi je voudrais adresser des problèmes pour des patients atteints de maladies chroniques parce que ça représente un coût de tant de millions d'euros, c'est un trou pour effectivement la sécurité sociale. Très bien, mais où est l'usage ? C'est-à-dire définir effectivement des cas concrets. C'est un patient qui vit ça dans son quotidien. Quelle est l'expérience ? Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Nicole sur l'approche systémique. C'est aussi bien valable sur nous, notre écosystème en tant qu'acteur, mais c'est aussi valable sur quand on va à l'échelle d'un patient. C'est-à-dire, un patient ne va pas simplement voir un médecin. Il a toute une ribambelle d'acteurs, à savoir son entourage, son environnement, qu'il soit dans un milieu urbain, dans un milieu rural. Ses soignants, parce qu'effectivement ils sont impliqués dans son parcours, les médecins de ville, les médecins effectivement à l'hôpital, et c'est de voir comment tout ça se coordonne, et c'est ce que effectivement les jeunes entrepreneurs doivent avoir en tête et doivent adresser. Merci. Stéphane, toi qui es observateur beaucoup du secteur industriel, du marché santé, qui est la même question que Sana. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois la culture de ces entrepreneurs avoir évolué, changé par rapport à ce nouveau paradigme ou pas ? Alors, en vous écoutant, je trouve qu'il y a une résonance forte avec la très belle initiative du fonds FHF avec le programme Speed Up. Lorsque tu as évoqué ce besoin d'introduire de l'innovation dans des organisations qui ne sont pas forcément dans les mêmes temps, les mêmes cycles. Donc, je voulais moi déjà souligner qu'il y a des initiatives qui peuvent être très porteuses pour vraiment faire rentrer l'innovation et aider à ce qu'elles trouvent leur marché. Sur les questions qu'on doit se poser, et lorsqu'on évoque la filière numérique santé Made in France, le versant d'une même pièce du numérique en santé, c'est la donnée de santé. Et lorsqu'on regarde cela sous le volet de la donnée, il y a évidemment le besoin d'acculturer l'ensemble des utilisateurs sur le sens à donner à cette donnée. Et si on fait la comparaison avec les gros acteurs américains, peut-être que le match de l'hébergement de données de santé est peut-être perdu et qu'il ne faut pas chercher à courir après ces notions-là. Par contre, l'exploitation, la valorisation des données de santé, là, on a tout un champ qui s'ouvre devant nous. Lorsqu'on va, lors de nos voyages d'études aux États-Unis, et qu'on rencontre des acteurs qui pratiquent la responsabilité populationnelle depuis au moins plus de 10 ans, ils nous font la démonstration qu'ils ont réussi à mettre en place des plateformes d'échange de données à grande échelle. Lorsqu'on va sur l'État de New York, c'est 19 millions de dossiers patients et ils en font un usage et ils en tirent des bénéfices pour le système de santé. Et là, on rejoint les enjeux data de la responsabilité populationnelle et on l'a très bien mis en valeur
est en évidence dans la feuille de route du système d'information et organisation populationnelle, qui fait la démonstration qu'on a évidemment des acteurs de terrain très engagés et on est tous des passionnés et à vous écouter, on met beaucoup d'énergie. Et ce qui doit nous mobiliser, c'est de réussir à faire en sorte qu'on sache aller chercher dans la valorisation de ces données de santé qu'on produit en masse les usages. Alors on parle beaucoup d'usages, mais c'est vraiment réussir à faire que tout le monde s'approprie le sens à donner, à produire de la qualité de la donnée de qualité. Et derrière, il y a des têtes pensantes très fortes, des technologies qui sont là pour les rendre exploitables et utiles. Merci Arnaud. Toi qui travailles beaucoup sur ces questions de données, comment aujourd'hui, après une voire plusieurs décennies d'informatisation des professionnels de santé, comment on peut leur rendre un petit peu de ce qu'ils nous ont déjà donné par leur saisie, comment on peut exploiter ça et leur rendre finalement, pour leur rendre un vrai service, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à la plus-value qu'on peut apporter dans le cadre de la prise en charge médicale. C'est intéressant là, les termes qu'on commence à utiliser, parce que souvent quand on parle donc de numérique en santé, quand on parle de plan d'investissement, et je sais qu'ils sont nombreux en ce moment, et que ça fait un petit bout de temps que ça existe, on réfléchit à investissement égale coût. Et dans l'inconscient collectif, on se dit encore des milliards, encore des centaines de millions qui sont dépensés. Et en fin de compte, je pense qu'il faudrait vraiment, et ça c'est à nous tous, qu'on soit industriel, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit DSI à l'hôpital ou autre, je pense qu'il faut qu'on apporte déjà on essaie de se dire c'est quoi la valeur du numérique en santé. Déjà commençons à identifier quelle est la valeur de la santé. On a un système de santé qui est formidable, et c'est quoi la valorisation, parce qu'aujourd'hui, le patient lambda, quand il va à l'hôpital, il ne sait pas combien ça a coûté ou ce que ça lui a apporté, entre guillemets, il se dit c'est gratuit, donc c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Donc à nous tous, à un moment donné, d'être capable de communiquer autour de la valeur de la santé, en découleront certainement les initiatives du numérique en santé. Pour en revenir au cas d'usage, on parle beaucoup de l'usage, c'est ce qui doit nous tenir industriels, en tous les cas, on va dire, éveiller la nuit, c'est comment on maximise l'usage, comment on fait des cas d'usage et quels sont les bénéfices. Et tu le disais Stéphane justement, je suis tout à fait aligné avec toi, c'est quel est le bénéfice pour le patient, quel est le bénéfice pour le médecin. Et si on y va à la tarte à la crème en disant cher médecin, grâce au numérique vous allez gagner du temps, ça va être un peu compliqué parce que dans les cas d'usage justement on se rend compte qu'on ne gagne pas forcément tant de temps que ça. En revanche, le numérique en santé, on est tout à fait capable de le dire, la responsabilité populationnelle est un superbe cas, c'est quel va être le bénéfice pour le patient au sens populationnel. Donc qu'on travaille sur une grande cause type BPCO, HTA ou on a quelques-unes justement au diabète, qu'on fasse de la responsabilité populationnelle sur ces cas-là et qu'on arrive à identifier au point de source, donc à la ville, parce qu'on parle de la ville et de l'hôpital, qu'on identifie au point de source des patients en amont, en prévention, qu'on puisse les orienter dans un parcours de soins coordonné. Vive la technologie, ça le permet maintenant. Tout ça pour véhiculer quoi ? De la data. Donc on parle de la valeur de la data et les sujets de responsabilité populationnelle. On va se rendre compte que le patient mieux pris en charge en amont va in fine avoir un meilleur bénéfice, un meilleur suivi, un meilleur traitement. Et puis bien sûr, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale, on va pas se le voiler, mais c'est la valorisation même du travail que l'on fait. Donc ça passe par de la data. C'est quoi de la data ? Tout le monde a peur, tout le monde pense que on va me piquer mes data. Je pense que bizarrement, je suis sûr que si on demande là, dans l'assistance, si tout le monde a un compte Facebook, il n'y en a pas beaucoup qui ne l'ont pas, et pour autant vous renseignez de la data sur Facebook. Et là, on est en train de vous dire, on parle de données médicales, c'est très sensible, mais ça a une valeur. C'est ce qui va permettre, en principe, de mieux suivre les patients. Je fais le corollaire ou l'analogie, tu le disais aussi, Sana, sur la valeur du médicament. La recherche en médicaments sont des investissements, mais il y a une valeur pour le patient in fine. Le numérique en santé, il faut absolument qu'on fasse ce corollaire-là. C'est comment on apporte de la valeur aux patients, aux professionnels de santé et un peu à tout le monde. Voilà. Merci. Sana, on parle de la valeur, mais on parle aussi, Arnaud a parlé un peu de financement. Est-ce que finalement, on constate que les financements français, on a parlé notamment du Ségur, mais aussi des financements PIA qui viennent de Bercy, mais aussi des financements européens, est-ce qu'on voit clairement aujourd'hui que ces financements sont orientés vers la santé, vers les biotech ? Je vais reprendre l'analogie un petit peu entre guillemets sur la traversée du désert. Effectivement, on remarque justement ces temps de pluie, si je les appelle comme ça, pour les financements. Il y a du financement. C'est ce qu'on voit, c'est que justement le marché de la santé numérique, il y a un engouement fort, c'est dynamique. Il y a du financement aussi bien auprès d'acteurs publics, notamment auprès de la BPI sur l'échelle nationale et même européen, avec des co-développements qui peuvent être financés pour
des entreprises, alors soit de la biotech ou de la health tech, également le financement lié à Horizon Europe. Donc là où c'est l'idée où même des entreprises peuvent fonctionner en consortium pour répondre à des enjeux majeurs. Et si je prends aussi le cas des acteurs financiers privés, on voit de nombreux fonds d'investissement qui prennent le risque, et on voit même aussi des montages financiers qui se font de plus en plus, où on va peut-être faire une levée de fonds pour aller potentiellement aller chercher du financement public et accélérer ces phases de développement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est vraiment une question, et c'est ce que nous on voit, c'est comment une jeune entreprise peut monétiser sa solution alors qu'elle est encore en phase de prototypage. Parce qu'il faut bien effectivement, c'est pour ça que je parlais effectivement de ces fameuses traversées du désert, c'est que par moment, il y a ce cas-là, je dois financer mon prototype, je dois financer ma R&D, même si ce sont des temps plus courts. Donc heureusement effectivement qu'il y a ces acteurs financiers qui sont capables de prendre le risque, de le porter avec ces jeunes entreprises et d'accélérer au final cette mise sur le marché. Aussi bien à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, et aussi bien publique que privée. Oui, c'est intéressant parce que finalement, ça pourrait même presque être un frein aujourd'hui si on n'arrive pas à résoudre ces questions-là, ça vous dites ? C'est ça que tu dis ? Complètement. C'est ce qu'on voit, c'est qu'avec l'évolution, notamment de la réglementation autour du dispositif médical, on va dire la majorité des applications, dès qu'on parle d'aide à la décision, d'aide sur du diagnostic, vont passer sur une classification 2A. Sauf que effectivement, des entreprises existent peut-être depuis 7-8 ans, se sont pas forcément posé la question en se disant mais moi c'est une application, j'ai prouvé que je risque pas. Ah si, il y a quand même un risque parce que c'est potentiellement on influe sur la décision d'un professionnel de santé, c'est potentiellement un risque. Donc ça, l'idée, c'est effectivement, il y a des, on parlait de technophiles entre guillemets, mais c'est effectivement des choses qui n'ont pas été anticipées. Donc ça, là-dessus, c'est effectivement comment je finance, je prends entre guillemets ce temps-là de pouvoir aller obtenir ma certification, passer par ces organismes. C'est des temps longs, et c'est là effectivement où on s'inspire entre guillemets des modèles de nos voisins allemands sur de l'accès à une innovation précoce. Donc et puis même c'est ce qu'avait véhiculé le président, de se dire comment sur ces temps d'accès au marché, comment on peut agir, mais en soi la réglementation est là. Donc on ne peut pas contourner effectivement entre guillemets les règles. Maintenant, c'est comment on fait en sorte de pouvoir soit certifier plus vite ou avoir une plus grande capacité d'évaluation de ces projets. Merci. Arnaud, le Ségur du numérique, c'est 2 milliards, 2 milliards 100 entre le sanitaire, le médico-social. Est-ce que c'est pour vous, entreprise, on va dire historique du monde de la santé, une opportunité, quelque chose qui vous permet que vous voyez comme une capacité d'innovation supplémentaire ou pas ? Alors, je pense que c'est une super opportunité quand même, il faut dire à un moment donné, le Ségur, ou tout au moins les 4 éléments qu'on connaît et qu'on maîtrise, qui sont l'INS, la MSS, le DMP et ProSanté Connect, c'est globalement les socles, les piliers qui vont vous permettre à un moment donné de faire enfin entrer des carrés dans des cercles. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de le faire, quand même, entre la ville, l'hôpital, de faire de l'interopérabilité. Non, l'interopérabilité non plus, ça n'est pas sale, mais difficile de le faire tant qu'on n'a pas un cadre avec au moins l'INS. L'INS, c'est au moins un identifiant qui va nous permettre de véhiculer de l'information concernant un patient. ProSanté Connect, enfin, le professionnel de santé va pouvoir se connecter aisément. Moi, je trouve ça génial de pouvoir me connecter aux impôts, tout comme je me connecte à la poste ou autre. Là, c'est génial, on va le faire pour les pros de santé. Donc, c'est une superbe opportunité. Il y a un financement de cela. Donc, je pense qu'il y a eu en plus une démarche entre le gouvernement et les éditeurs assez saine dans la négociation, dans la façon dont ça devait se tourner. Le petit sujet que j'ai là-dessus, et je pense qu'on le partagera avec tous les éditeurs, c'est qu'on est content, c'est-à-dire qu'on a défini, entre guillemets, un objectif de développement, un objectif de déploiement avec une part d'usage dedans, donc c'est tant mieux. On a défini le financement de tout cela. On a juste oublié un truc, c'est qu'on avait tous déjà, et je reviens sur les histoires de roadmap, on avait tous des roadmaps qui étaient remplis à 200% et qu'il va nous falloir des ressources en plus. Ce sera peut-être un sujet qu'on pourra aborder là dans cette table ronde, mais les ressources, elles n'existent pas pour l'instant. Donc difficile de tenir cet objectif, ce timing, super, financement, il me manque juste les ressources. Dans un business, normalement, il nous faut aussi l'humain pour aller faire ces développements-là. Les questions d'attractivité et même de
de formation aujourd'hui se pose aussi bien pour vous, industriels d'ailleurs, que pour nous, établissements de santé, avec les difficultés de recrutement qui se posent sur tout un tas de métiers autour du numérique. Je prends la cybersécurité par exemple, c'est un sujet dont on a parlé avec des collègues tout à l'heure. Stéphane, si on continue sur le Ségur, l'État parle d'une sorte de rattrapage, avec, quand on parle de l'INS, du DMP, lancé en 2004, on rappelle, etc. Et tu parlais tout à l'heure d'un virage data qui a été pris aux États-Unis, qu'on constate réellement aujourd'hui. Est-ce que bon, les États-Unis démarrent souvent un peu avant nous, mais est-ce que on a accumulé un très gros retard, ou est-ce que finalement on peut aujourd'hui s'engager dans cette voie assez sereinement, tout en se disant on a tout à fait notre place dans la construction de numérique Made in France? Alors sur le plan financier, il faut être très prudent dans les comparaisons. On n'est pas dans les mêmes échelles, et donc si on prend conscience des budgets qu'ils peuvent allouer, des fois c'est des centaines de millions pour un hôpital qui a que 100 lits, et c'est même pas le budget que peut allouer un CHU ici en France. Donc on doit raison garder lorsqu'on veut faire des comparaisons. En revanche, lorsqu'on revient et qu'on a vu ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre, on ne repart pas la tête basse. On constate qu'ils ont aussi des échecs. Simplement, comme ils multiplient les initiatives, eh bien, c'est sûr que quand il y a une réussite, elle est tellement forte que ça couvre les échecs. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, quand on a mis en place la carte vitale, ils nous ont regardé aussi avec des yeux « Waouh, les Français font ça, quoi ». Donc, ouais. Il ne faut pas partir en considérant que le match est perdu. Ce que je disais sur la valorisation de la donnée, évidemment, des gros acteurs comme Google ou Amazon ou Apple ont des ambitions, et il ne faut pas donc attendre qu'on soit débordé par l'extérieur. Et pour ça, quand on revient du salon IMSS, on s'aperçoit que finalement, on a aussi on n'a pas de longueur d'avance, mais on a des réalisations, des réussites identiques. C'est la mise à l'échelle qui nous manque. Évidemment, lorsqu'on parle de l'État de New York, 19 millions de dossiers patients, waouh, ça donne tout de suite une taille critique. Et là, je rejoins les industriels. Et pour une start-up, ce n'est pas tant le financement public qu'il faut penser, c'est tout de suite créer le marché. C'est ce marché-là qui va faire que c'est le meilleur carburant pour la société, qu'elle soit jeune ou déjà en place. Donc c'est une question de taille, vraiment de volume d'usage. Et donc c'est vraiment l'objectif là, de nos échanges. C'est comment faire que les technologies, la tuyauterie qu'on sait mettre en place, et des volumes d'usage et de volumes d'échange qui soient à la hauteur des enjeux de la santé française. Merci. Robert, l'État stratège, vous connaissez ça à Bercy, après plus d'une décennie à Bercy. Quelle perspective on peut avoir sur cette filière française et peut-être européenne ? Alors je ne sais pas si je vais répondre au titre de Bercy, mais je vais répondre au titre de la valeur économique des choses. Première chose... l'innovation, on l'oublie, et notamment en France, c'est une nouveauté pour laquelle le marché est prêt à payer. En général, on s'arrête à la première partie de la phrase et on oublie la question du paiement, et on nous parle d'innovation qui naîtrait partout et qui ne trouve pas de marché. C'est faux, c'est un contresens, ce n'est pas des innovations. Alors, cette valeur, aujourd'hui, il faut parler un peu d'évaluation, le mot n'a pas été cité, elle est essentiellement, pour ne pas dire uniquement, jugée en termes de service médical rendu. Et je suis désolé, quand on gagne du temps médical, quand on améliore le soin et qu'on retarde la dégradation de l'état de santé du patient, on fait de l'économie, et ceci devrait être reconnu. Alors, une bonne nouvelle, c'est que la Haute Autorité de Santé a sorti, à la fin de la dernière, un rapport concernant l'impact organisationnel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Haute Autorité l'a fait, non pas tant parce que tout d'un coup, elle s'intéresserait aux organisations, mais c'est parce que les industriels qui déposaient des dossiers ont tellement insisté pour se référer à la valeur organisationnelle de leur solution que la Haute Autorité de Santé s'est dit quand même, il faut s'intéresser à la question.
Mais comment on va mesurer ça? Donc on a un problème de méthode. Et ce n'est pas juste intellectuel, ce n'est pas une question juste académique ou scientifique, c'est qu'en effet, il est légitime que l'autorité qui paye demande à l'industrie de démontrer la valeur créée, même quand elle n'est pas du service médical rendu. Et au passage, le Forum des Living Labs, dont je parlais tout à l'heure, a organisé une série de sessions de travail avec la Haute Autorité de Santé pour voir comment les Living Labs anticipaient les impacts organisationnels et permettaient, je veux dire, d'apporter des éléments de preuve de cette nature. Alors il y a un deuxième sujet qui renvoie aussi aux politiques publiques et à la valeur économique des choses, c'est comme je disais tout à l'heure, comme le rappelait ma voisine, c'est que cette traversée, elle est longue et cependant, il y a probablement des pratiques qui sont meilleures que d'autres. Et donc on s'est intéressé dans un collectif associant les centres d'investigation clinique, l'Université de Paris-Créteil, en regardant un peu ce qui se faisait à la scène internationale, comment on pouvait mesurer la maturité des projets. Comment on pouvait montrer à des financeurs qu'un projet était dérisqué parce qu'on n'avait pas fait que la techno en oubliant le reste, parce qu'on n'avait pas fait que le réglementaire en oubliant l'usage, etc. Cette méthode a un nom, elle vient des États-Unis, elle vient du domaine du spatial, elle s'appelle Concept Maturity Level, et je vous invite vivement, dans les prochaines publications qui vont sortir sur ce sujet, à vous y intéresser autant les grandes entreprises que les startups, parce que, effectivement, il est normal que le financeur s'assure qu'il est sur un projet raisonnable, même et surtout, si on n'attend pas le dernier moment, c'est-à-dire la preuve médicale, et qu'on accepte de mettre de l'argent avant, il faut quand même donner des gages. Et cette méthode, cette approche, vise précisément à cela. Vous n'avez pas répondu en tant que Bercy, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, même si ce que vous avez dit était super intéressant. Je n'ai pas retenu le nom de la méthode, mais vous nous redonnerez le nom. Mais au fond, c'est... ce qui est intéressant, on voit bien le marché s'organiser. Les entreprises historiques ont leur propre stratégie, elles sentent le marché. Les startups sont aussi chez les incubateurs, etc. Mais au fond, comment l'État s'organise pour être stratège sur ces filières santé? Est-ce qu'il y a toujours une organisation, d'ailleurs, au sein de l'État sur ces questions? Oui, alors je peux répondre à cette question maintenant. Je pensais y répondre plus tard, mais... Ah, je l'avais en 4, ouais, mais bon, oui, je vous assure qu'on l'a préparé, la table. Si on est au point 4, alors je peux répondre effectivement à la question. Oui, alors je vais évoquer le groupe de travail que Nicole évoquait tout à l'heure, parce qu'on l'anime ensemble, qui a été mis en place dans le cadre du Conseil national du numérique en santé, et donc qui avait comme vocation de structurer la filière du numérique en santé. Alors, tout de suite, ça pose une question. Filière du numérique en santé, mais à quoi ça peut bien ressembler? En automobile, en filature, oui, de filière, on comprend. En automobile aussi, il y a une chaîne de fabrication, mais le numérique, ça foisonne, on l'a dit, il y en a partout, etc. Eh bien, il faut comprendre que la filière, c'est simplement, mais c'est énorme, une façon pour l'État de se représenter l'organisation de l'industrie de manière à comprendre quels étaient les points sur lesquels il faisait agir. Donc, il est normal, dans la mesure où on définit une stratégie d'accélération du numérique en santé, de sonner un peu une représentation de à qui on allait s'adresser, à qui on allait donner de l'argent et pour quoi faire. Donc, le groupe de travail a travaillé dans ce sens, en disant, voilà, en effet, partons déjà d'un constat qui est les points faibles du numérique en santé, partageons-le avec les services de l'État. Et ce groupe de travail était en lien très étroit avec la task force interministérielle, donc recherche, recherche, santé, bien sûr, industrie et le SGI, pour préparer justement cette affaire. Et les réflexions du groupe de travail sur les lacunes du numérique en santé et les idées qu'on pouvait avoir pour y remédier ont été transférées en continu vers la task force. Alors ça s'est fait relativement discrètement, parce que les fonctionnaires aiment bien apparaître comme étant ceux qui ont les bonnes idées, et les administrés, ils sont contents d'avoir un État aussi malin, mais ça ne s'est pas passé comme ça en fait, et heureusement. Il y a une boucle entre le besoin et l'État. Bon, ça c'est une première phase. Dans une deuxième phase, il a été confié au Conseil général de l'économie, dont j'étais membre à l'époque, et de faire un rapport
en expliquant comment on pouvait obtenir, et c'est le titre de rapport, une mobilisation globale. Et là, je me référerai à l'outil traditionnel de l'État. Je parlais effectivement des filières, cette notion de filière, les comités stratégiques de filières qui les organisent. Elles ont une limite, les comités stratégiques de filières. C'est que pour l'automobile, l'aéronautique, etc., que l'État dialogue avec les grands donneurs d'ordre et ensuite ça suit, ça fonctionne. Dans le numérique, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que quel est le grand acteur dominant qui va expliquer à tous les autres comment il faut s'y prendre? Ça ne marche pas. Donc, du coup, à la suite de ce groupe de travail, on dit organisons quelque chose d'un peu plus participatif, organisons des enquêtes, des rencontres et faisons en sorte qu'en effet, les acteurs se fédèrent, constituent les groupements qui vont bien pour, à plusieurs, construire le mur, chacun avec sa brique. Et donc, c'est le sens de ce qu'on va monter maintenant. Mais, dernier point, dernière étape, arriver à ce point, donc un constat, il faut travailler ensemble, etc. Dans le cadre du rapport du Conseil général de l'économie, en procédant à un certain nombre d'auditions, j'avoue humblement, nous avons découvert l'approche de responsabilité populationnelle en disant bon sang, mais c'est bien sûr partir des équilibres et des déséquilibres du système de santé pour choisir non pas des projets parce qu'ils sont bien faits techniquement, non pas parce qu'ils font plaisir au tout-bib qui va pouvoir publier, mais parce qu'ils apportent une réelle plus-value au système de santé, c'est ça la bonne idée. Et c'est comme ça qu'on devrait sélectionner de façon prioritaire les startups. Et donc, nous sommes avec Nicole Hill engagés dans cette voie, avec, je ne sais pas que c'est surprenant, non, c'est une bonne nouvelle, avec le soutien et la bénédiction de la DGOS, de la DGO, du comité stratégique de filière et de Paris Santé Campus. Donc, nous avons quelques chances d'aboutir. Merci, j'ai ma réponse. Alors, je voudrais juste rajouter, si vous permettez, qu'on va lancer donc toute cette activité le 1er décembre. Donc, c'est très proche. Ah bon, non 4, 5, 3, on s'en mêle un peu les pinceaux. Mais ça vient, on y est, on est à 5 minutes de la fin, donc on peut tout dire. Donc justement, en conclusion, une innovation, c'est si on est prêt, c'est quelque chose, une nouveauté qu'on est prêt à payer. On est prêt à la payer si elle répond à un besoin et donc que derrière on a un usage qui est évaluable en termes de pertinence et d'avancée et de bénéfices, soit en termes de soins, soit en termes de recherche, soit en termes d'efficience économique, etc. Donc si on n'a pas cette innovation, enfin pas d'usage égale pas d'innovation égale pas de business pour vous, pas de business égale pas de numérique made in France. C'est bien ce que vous avez tous voulu dire, si je ne me trompe. Mais alors selon vous, c'est la conclusion. Je vais vous donner la parole les uns après les autres, en commençant par Nicole, puisqu'elle a pris la parole tout à l'heure. Selon vous, comment on peut, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle les uns sur les autres, c'est-à-dire que, vous savez, nous à l'hôpital, je vais le dire, on dit toujours, les fournisseurs, c'est comme ci, comme ça, ils ne répondent pas tout de suite, enfin, etc. Chez les fournisseurs, on dit, oui, les hospitaliers, l'hôpital, ça traite, mais enfin, ils ne savent pas bien s'organiser, etc. Donc je crois que ça, c'était avant, c'était l'ancien monde. Mais concrètement, si on ne se rejette pas la faute les uns sur les autres, comment on fait finalement pour faire et de l'innovation chez l'industriel, et de l'innovation organisationnelle, ça en a parlé tout à l'heure, et de l'usage exploitable? Comment on fait finalement? Quelle est votre vision là-dessus? écoutez, si je n'avais qu'un mot à dire, je parlerais de l'action, en bon français, de l'enactment, c'est-à-dire d'agir. Et cette action, elle ne viendra ni de l'étranger, ni d'en haut, ni d'une compétence particulière, mais surtout par un travail collaboratif, collectif, inter- ou multidisciplinaire, qui va pouvoir dépasser justement ces clivages de spécialités, qu'elles soient industrielles ou professionnelles. Merci. Et donc, le 1er décembre, vous pouvez... D'accord. Alors, Stéphane. Oui, en rebondissant sur ce que vient de dire Nicole,
C'est exactement ce que nous pouvons observer, nous, au sein de communautés de pairs associant et pariant sur l'intelligence collective. On parle de silos de données, mais on peut parler aussi des silos des organisations, mettre en commun les réussites et les échecs de chacun, éviter de repartir d'une feuille blanche parce qu'on a le même besoin, et donc d'être plutôt dans l'action collective. C'est vraiment ce que nous mesurons comme effet utile. C'est pas du temps perdu que de prendre du temps de connaître ce qu'a fait le voisin, d'entendre ses joies, ses peines, ses points de douleur, et dire ah, j'ai les mêmes. Peut-être qu'il y a un début de réponse. C'est ce qu'on fait lorsqu'on va voir à l'étranger. Eh bien, on en revient avec des idées, on ne transpose pas tout. Donc je dirais que ce n'est pas de la techno, ça, c'est simplement de l'interaction et de l'intelligence collective. Du collectif, tiens, sportif de haut niveau, qu'est-ce qu'elle pense du collectif, Sana? Même dans un sport individuel. Hein. Ah, bon. Mais je crois que c'est un sport collectif. C'est un sport collectif, c'est du volley. mais je rejoins, pour faire la suite effectivement logique, de cette intelligence collective, justement au service d'un écosystème réunissant des acteurs très divers, de par leur taille, de par leur fonctionnement, de par leur approche et leur mindset, et des acteurs aussi très divers et très différents sur la technologie. Donc c'est ça l'idée, comment avec tout ce beau monde, on en voit effectivement la réunion à la salle, je pense aussi qui visionne la table ronde, comment justement basé sur l'intelligence collective, comment on apporte chacun une expertise, une compétence, une culture, c'est ça effectivement dans l'idée, comment on s'inspire les uns et les autres, qu'on évite de se regarder comme des chiens de garde, entre guillemets, en disant « Ah, le voisin, il fait ça, bon, bah, moi, je ne veux pas trop me rapprocher, ou soit je vais faire pareil. » On se dit bah, « On gagne du temps. Il y a un acteur qui fait ça très bien. Moi, je suis sur un autre sujet, je le fais très bien aussi, j'ai une expertise. Bah, comment on fonctionne, comment on se coordonne, comment on écrit effectivement cette musique, comment on l'orchestre. » Et c'est ça, effectivement, l'idée pour moi, où on avancera de la même manière, d'une manière efficace, et puis surtout d'aller beaucoup plus vite. Arnaud, le collectif, la petite musique, aller plus vite. Ouais, c'est intéressant quand on commence à être quasiment le dernier avant de. Oui, voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça avait été de dire trop de bêtises. Non, pour enfoncer le clou un petit peu de ce que disent mes collègues. Fonctionnons pas en opposition. En fin de compte, on fonctionne en opposition. On parle de start-up versus grand groupe. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. D'ailleurs, innovation versus traditionnel, c'est faux aussi. On fait de l'innovation partout. On essaie de chercher des marchés partout. Et il y a des petites boîtes qui sont très agiles, puis qui sont aussi inertiques de temps en temps, et des grands groupes qui peuvent être aussi agiles à un moment donné, qui s'en donnent les moyens. Donc n'opposons pas cela. N'opposons pas le public et le privé. N'opposons pas non plus la ville et l'hôpital. On n'y est pas encore. On a la technologie qui va nous permettre normalement d'ouvrir un peu tout ça. Et n'opposons pas non plus les vues professionnelles de santé avec les vues patients. Donc il faut tous qu'on soit sur du collectif, donc évitons l'opposition. L'opposition des gens, on a tendance à le faire souvent et c'est quand même dommage. Focalisons sur le bénéfice patient. Je rajoute juste une petite note, c'est que sur le bénéfice patient, qui doit vraiment être la focale de tout le monde, on s'aperçoit qu'il y a les données de conditions de vie patient. Je ne vous parle pas de la donnée de santé, données issues des logiciels médecins, mais les Patient Reported Outcome Measures, ce sont des données clés aujourd'hui dans tout ce qui est évaluation du médicament. Donc on parlait de l'évaluation du médicament. Donc aujourd'hui, le patient, sa condition de vie, son expérience sur le traitement est vraiment prise en compte dans les dossiers qui sont remis à l'HAS, à la NSM, etc. Donc je pense qu'on est dans la bonne voie, mais vraiment évitons toutes ces oppositions-là. Oui, ça c'est un discours aussi très intéressant. Robert, le mot de la fin, le 1er décembre, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, je vais... il faut du teasing là. Je vais répondre ça, puis je vais répondre un petit peu à côté aussi. Je vais d'abord rebondir sur cette notion en effet de PREM et de PROMS, Patient Reported Experience Measure et Outcome Measure, en attirant l'attention, et ça revient sur la question des données, c'est bien de s'assurer de l'usage des données, et la valeur des données est liée à l'usage qu'on en fait. Une donnée intrinsèquement n'a aucune valeur, c'est quand on la met entre les mains de quelqu'un, et là je rebondis tout à fait sur ce que dit Stéphane. Mais il y a une autre chose qui est aussi importante, c'est la qualité de la donnée. Et la qualité des données, c'est à la source qu'elle se trouve. Le Patient Reported Outcome, ou mesure, s'il est mesuré à l'aide d'un instrument technologique, si un instrument technologique n'est pas compris, bien utilisé par celui qui l'a fourni, la donnée sera fausse et on n'en fera rien. Donc les Living Labs se sont notamment penchés sur cette question et ont produit un rapport suite à un groupe de travail international.
Bon, pour revenir donc à la question de la réconciliation des points de vue, je pense que cette réconciliation, plus on monte dans la hiérarchie ou dans la surface qu'on aura, plus c'est compliqué. Hein, on sait très bien que réconcilier un ministère de l'Industrie et un ministère de la Santé, ça fait 15 ans que je suis sur cette charnière, c'est très très compliqué. Par contre, sur les territoires, avec les vrais gens de la vraie vie, les vraies entreprises, les vrais patients, les vrais professionnels, etc., les vrais hôpitaux, c'est déjà beaucoup moins compliqué. C'est pour ça que la démarche que j'évoquais tout à l'heure, comme le deuxième temps finalement de la structuration du secteur, passe par une recherche de structuration du secteur dans des territoires suffisamment vastes pour que les seuils critiques qu'on évoquait tout à l'heure soient atteints, mais suffisamment maîtrisés, j'allais dire, pour que les gens se connaissent vraiment dans la vraie vie, de préférence pas à distance, hein, même si la crise Covid l'a oublié, mais des gens qui ont une vraie relation, une culture commune, un passé commun, etc. Et j'évoquais tout à l'heure ce qu'on avait découvert à l'occasion du rapport. On a découvert en effet l'approche populationnelle, mais on a découvert aussi 5 territoires concrets sur lesquels la Fédération hospitalière de France avait développé cette approche, mais on a découvert aussi 3 autres territoires concrets, 10 territoires d'innovation de grande ambition, qui faisaient un peu de l'approche populationnelle sans le savoir. Et nous avons organisé, ça c'est du concret, on a croisé, on a fait se rencontrer les champions des méthodes d'études populationnelles au sens santé publique et ces territoires. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que ça a marché. C'est qu'effectivement, les territoires d'innovation grande ambition sont très intéressés par la rigueur scientifique apportée au traitement des données de population, mais qu'inversement, les territoires en question ont découvert le potentiel technologique apporté par toutes les organisations, le pôle de compétitivité et tout ce qui était organisé au niveau des territoires de grande ambition. Donc voilà le projet. Donc le 1er décembre, de 10h à 12h30, il y a la mise en scène de tout cela avec la présence des principales tutelles donc, de l'État, mais surtout, enfin, je pense, du CSF et de Paris Santé Campus. Mais une semaine après seulement, nous répliquons cette affaire à Strasbourg, dans le territoire de santé de demain, pour montrer qu'il y a très très peu d'écart entre la coupe et les lèvres, et on commence à boire 8 jours après. Donc, bienvenue à la réunion du 1er décembre pour entendre redéfinir tout ça et s'assurer du fait qu'on part effectivement sur une plateforme collective partagée. Bien entendu, la FHF y sera aussi, j'ai oublié de le dire, mais... Et pour ceux qui d'aventure sont en Alsace, ils peuvent aussi se rendre au ce colloque qui s'appelle 360 Grand Est, qui va commencer à mettre en musique et à restituer les résultats concrets de ce territoire, sachant que d'autres territoires sont effectivement mobilisés. Bien, écoutez, merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant. Vos interventions à toutes, à tous. Merci à la salle d'avoir été présente. On espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions et peut-être en avoir soulevé d'autres. Et on vous souhaite une bonne fin de salon, une bonne fin de journée. Et merci à l'organisateur, à l'animateur de nous avoir si bien animés. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.